Le traité de Maastricht fête ses 30 ans. Le 1er novembre 1993, le célèbre traité européen entrait en vigueur officiellement. Un anniversaire au moment où les caisses de l'Europe semblent vides. Les 27 peuvent-ils vraiment continuer à aider l'Ukraine? Où trouver l'argent? On en parle avec Pierre Larouturou. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5. Vous êtes député européen, membre du groupe Alliance progressiste des socialistes et démocrates. Vous êtes eurodéputé français. Je le dis pourquoi? Parce qu'en France, à l'époque, ce traité de Maastricht, il était passé d'une courte tête vraiment. Certains s'en souviennent sans doute encore. Sur les derniers jours, le nom a fait une remontée spectaculaire. François Mitterrand, président socialiste, a porté ce projet à bout de bras. Le Parti socialiste était contre. C'est votre famille politique. Vous, à l'époque, vous aviez voté oui ou non? J'avais voté oui, j'étais dans le club de Jacques Delors. Et Jacques Delors nous disait il faut voter oui pour ne pas casser la dynamique, mais le traité n'est pas à la hauteur. Il faudra très vite se remettre au travail sur l'Europe sociale. Donc en septembre 92, au moment du traité, on disait il faut voter oui, mais ce traité n'est pas bon. Il n'y a pas la dimension sociale, il n'y a pas la dimension démocratique, il n'y a pas la dimension fiscale. Et le problème, c'est que 30 ans plus tard, ça devient catastrophique. Il y a un déficit démocratique, un déficit social, un déficit fiscal qui est monstrueux. Il n'y a pas d'Europe sociale, non, quasiment pas. On a fait des progrès avec Nicolas Schmitt, on protège un peu mieux les salariés des plateformes et on vient d'obtenir qu'il y ait un salaire minimum dans tous les pays. Mais nous, en 2003, on avait rédigé un traité de l'Europe sociale en disant il faut des critères. Tout le monde sait que l'Europe est guidée par les critères financiers, les critères de Maastricht, pas plus de 3% de déficit, pas plus de 60% de dette, on a des critères financiers. Et on avait rédigé un traité avec 5 critères de l'Europe sociale et le climat. Et on disait qu'il fallait mettre ce nouveau traité social dans la Constitution. Et Giscard n'avait pas voulu. Mais on continue à se battre, et ce sera un des sujets des élections européennes. Vous savez qu'au mois de juin prochain, il y a des élections. Est-ce que oui ou non, on veut changer l'Europe? Est-ce qu'on veut oui ou non un traité de l'Europe sociale? Même Angela Merkel, en 2007, avait dit il faut écouter les Français, parce qu'en 2005, il y a eu un nouveau référendum en France, vous vous en souvenez, et cette fois-ci, en 2005, le non avait gagné. Et donc même Angela Merkel avait dit si les Allemands avaient voté par référendum, peut-être que les Allemands aussi auraient voté non. Il faut entendre l'inquiétude et la souffrance des gens, il faut un protocole social. Donc même Angela Merkel, en 2005 et 2007, dit il faut un protocole social, et c'est Sarkozy qui n'en veut pas. Donc les responsables français sont assez catastrophiques depuis 30 ans, que ce soit sur l'Europe démocratique ou sur l'Europe sociale. Et j'espère qu'on va parler de l'Europe fiscale. On va parler de l'Europe fiscale. Dramatique. Alors, 2005, le traité, c'était non, mais il est passé ensuite en force. On sait que ça a laissé un sentiment amer à de nombreuses Françaises et Français. Ce n'était pas le seul pays d'ailleurs où il y a eu un passage en force. Je crois que... Mais c'est quand même vraiment scandaleux. Ouais. Ce n'est pas la peine de faire semblant de consulter le peuple. Moi aussi, là, pour le coup, j'avais voté non. J'avais voté oui en 92 pour non dire... en 2005. Mais en 2005, on avait dit il est temps, effectivement, de changer l'Europe. Ouais, et il y a eu passage en force. Revenons tout de même, parce qu'au départ, je vous demandais, vous avez été oui ou non, vous m'avez dit oui, mais vous avez commencé par énumérer ce qu'il n'y avait pas dans ce texte. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il y avait qui vous avait la monnaie unique, oui. la monnaie unique, le fait qu'on puisse se promener d'un pays à l'autre, une citoyenneté européenne. C'est quand même assez agréable de voir. Ma femme est d'origine espagnole, son père était né au Maroc, j'ai des cousins en Allemagne, mon fiston revient de vacances en Allemagne. La libre circulation. Ses cousins, la monnaie unique qui nous permet quand même d'avoir un niveau de dette important sans payer des taux d'intérêt monstrueux. Avec la dette qu'on a aujourd'hui, la France ou l'Espagne ou l'Italie, si on n'avait pas la monnaie unique, on aurait des taux d'intérêt monstrueux, on paierait des frais financiers monstrueux. Donc cette création la création de la monnaie unique nous a donné une liberté, mais maintenant la question est de savoir est-ce qu'on l'utilise au service du bien commun. On a fait... Vous vous souvenez, en 2008, quand il y a eu la crise financière, on a mis 1000 milliards sur la table pour sauver les banques. Depuis, on a encore fait tourner la planche à billets, je ne veux pas être trop technique. Mario Draghi, Christine Lagarde ont créé plus de 3000 milliards d'euros. Et tout ça est donné aux banques presque sans aucun contrôle. Donc certains disent qu'il faut tout faire pâter. Je crois que ce n'est pas la solution. Certains disent qu'il faudrait sortir de l'Europe. Je crois que ce n'est pas la solution. Mais il faut changer l'Europe pour mettre cette puissance économique et cette puissance financière au service du bien commun. On en parle moins depuis 3 semaines parce que c'est l'horreur en Israël et à Gaza, mais il y a des millions de gens qui souffrent aujourd'hui de la flambée des prix. Est-ce que l'Europe est capable d'aider toutes les familles ou toutes les petites entreprises à cause de la flambée des prix? Est-ce que l'Europe est capable d'investir pour le climat? Est-ce que l'Europe est capable d'investir pour muscler notre industrie, pour éviter les délocalisations? Joe Biden a mis 2000 milliards, je ne veux pas être trop long, mais Joe Biden, on nous avait dit que c'était un petit vieux qui allait passer son temps à ronfler et à faire la sieste, mais pour un petit vieux, quand même, il y va franchement. Là, les États-Unis, ils ont mis 2000 milliards de dollars sur la table, 2000 milliards pour muscler leur activité et commencer à la transformer. Notamment dans le secteur automobile, l'Europe a crié à la concurrence déloyale. Maastricht, voilà donc les 30 ans, c'est le traité le plus important depuis celui de Rome en 1957, traité fondateur. Les caisses de l'Europe semblent vides, si l'on en croit Charles Michel et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne et le président du Conseil européen. Qu'en est-il ?
Oui, j'étais rapporteur général du budget il y a 2 ans et un de mes derniers discours devant tout le monde, c'était pour dire s'il y a encore une crise, on n'aura plus d'argent, les caisses sont vides. Mais ce n'est pas une surprise et c'est parce que justement depuis 30 ans, si on peut, la technique peut envoyer cette courbe, cette courbe, ça montre l'impôt sur les bénéfices des entreprises. Il y a 30 ans, l'impôt sur les bénéfices était à 50%. On trouvait normal de laisser, en Europe, on trouvait normal de laisser la moitié des bénéfices aux actionnaires et la moitié, par l'impôt, aller pour l'éducation, pour la santé, pour le bien commun. Moitié-moitié, 50%. Et puis la concurrence fiscale, vous voyez qu'on est tombé maintenant à 19%. Aujourd'hui, en Europe, la concurrence fiscale fait que l'impôt sur les bénéfices est tombé à 19%. Alors qu'aux États-Unis, un pays qui n'est pas soviétique, les États-Unis, le taux depuis Roosevelt, je suis d'un parti qui s'appelle Nouvelle Donne en référence au New Deal de Roosevelt à Trump, l'impôt sur les bénéfices n'est jamais tombé en dessous de 38. Jamais tombé en dessous de 38. Donc c'est le monde à l'envers. L'Europe a un taux d'impôt à 19%, c'est la moitié du taux d'impôt des États-Unis. Donc, et du coup, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour aider les gens face à l'inflation. Il n'y a pas assez d'argent pour le climat. Il n'y a pas d'argent pour aider les agriculteurs. Et là, la question va, est-ce qu'on est capable d'avoir un cessez-le-feu? Mais l'Europe dit que la croissance suit du coup. Non, mais alors officiellement, vous avez raison, officiellement, ce dumping fiscal, c'est pour l'investissement et pour la croissance. Le problème, c'est deuxième courbe qui montre la réalité des choses en Europe. Voilà l'évolution de la croissance depuis 60 ans en France. On a du mal à voir que ça profite à la croissance et à l'emploi. Et c'est pareil en Allemagne. L'Allemagne est en récession. Aujourd'hui, à l'automne 2023, l'Allemagne est en récession. Et la seule chose qui augmente vraiment en Europe, c'est, dernière courbe, le nombre des milliardaires dont la fortune explose. Donc il est temps de stopper ce dumping fiscal. Des milliardaires qui créent de l'emploi, vous direz. Ça, c'est la théorie. Mais voilà, honnêtement, si tout le monde avait un boulot, si on avait de quoi investir dans les services publics, c'est un sujet qui n'est pas drôle. Quand on voyait l'état des hôpitaux en France, quand on voyait l'état de l'éducation nationale, quand on voyait l'état de la justice, les juges qui croulent sous le boulot, qui n'ont pas de moyens, il est temps d'avoir de l'argent pour nos services publics. Donc l'ensemble du Parlement européen, je ne suis pas le seul, dit qu'il faut changer ça. Contre le dumping fiscal, contre la concurrence. Contre le dumping fiscal. Donc concrètement, ça veut dire, comme le propose Thomas Piketty, on peut avoir une taxe sur les milliardaires. Je ne parle pas des gens qui ont 500 000 euros de côté ou 1 million, mais les gens qui ont 1 milliard, de fortune personnelle, oui, on peut créer un impôt européen sur les milliardaires, on peut créer une taxe sur les transactions financières, vous m'avez déjà invité, c'est l'ensemble du Parlement européen, sauf l'extrême droite, qui demande une petite taxe sur les marchés financiers. Justement, sur cette question, pour être vraiment concret, c'est que quand on achète un bien, peu importe, ça peut être en France une baguette, en Belgique ou en Suisse, ou un téléphone portable. Tout le monde paye de la TVA. Il y a de la TVA, il y a de la taxe. Quand si j'achète une action, que je la revends... C'est 0,0. Ce point est fondamental. Le taux normal de TVA, si vous achetez un téléphone ou n'importe quoi en France, c'est 20%. 20%. Le taux minimum, mais même pour les denrées alimentaires, pour manger, même quelqu'un qui vit dans la rue, un SDF qui va s'acheter 3 trucs à manger, il va payer 5,5% de TVA. Mais donc pour ceux qui spéculent sur les marchés financiers... Mais par contre, sur les marchés financiers, c'est 0,0. Aujourd'hui, sur les marchés financiers, quelqu'un qui achète des actions totales et qui va les revendre, il paye 0,0%. C'est vraiment scandaleux. Donc le Parlement européen, l'ensemble du Parlement dit qu'il faut une taxe sur les transactions financières et la France est le seul pays qui bloque. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de l'unanimité. Bonne nouvelle, beaucoup de gens pensent que l'Europe c'est compliqué, c'est foutu parce qu'il faut l'unanimité. C'est vrai sur certains dossiers, comme par exemple qu'est-ce qu'on fait au Moyen-Orient, il faut l'unanimité et c'est vraiment dommage et ça alourdit tout. Mais pour créer une taxe sur les transactions financières, il n'y a pas besoin de l'unanimité, il suffit d'une coopération renforcée. 9 pays. Le problème, c'est que la France est dans cette coopération, mais bloque tout. Mais ça, c'est Bruno Le Maire, la taxe Tobin dont on parle depuis des dizaines d'années. On en parle, elle est sur la table depuis 2011. Est-ce que c'est pas utopique? La monnaie unique, quand Raymond Barre en a parlé il y a 60 ans, tout le monde pensait que Raymond Barre était un gros utopiste ou qu'il avait fumé un truc bizarre. Et puis, au moment où le mur de Berlin est tombé, cette idée qui paraissait utopique, finalement, Helmut Kohl et Mitterrand se disent la façon la plus forte politiquement de montrer qu'on reste ensemble et que l'Allemagne ne va pas regarder vers seulement l'Est de l'Europe, c'est de faire la monnaie unique. Donc, on parlait de la monnaie unique depuis très longtemps. Et en 89, 90, 91, ça devient la solution comme manœuvre. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on comprend que l'Europe va se disloquer? Les peuples souffrent. Il y a des millions de gens, je vois quand je fais mes courses, moi ça va, je suis bien payé, je suis député. Mais quand je vais faire mes courses, à chaque fois, la caissière du supermarché me dit qu'elle est frappée par le nombre de gens qui n'ont pas les moyens de vivre normalement et qui laissent des produits. Ouais. Voilà. Donc est-ce que l'Europe est capable d'aider les gens dans leur vie quotidienne? Est-ce que l'Europe est capable d'agir
pour agir pour le climat et avoir de l'argent pour l'Europe et pour l'Afrique. L'autre jour, c'est le président du Kenya, William Ruto, qui disait il faut créer une taxe sur les transactions financières qui profitera à l'Europe et à l'Afrique. Et puis, si on veut faire la paix entre Israël et Gaza, d'abord, c'est stopper l'horreur et avoir un cessez-le-feu. Mais quand on dit qu'on veut créer 2 États, que l'Europe veut aider pour la solution à 2 États, il faudra sans doute un plan Marshall, il faudra sans doute mettre de l'argent pour aider à avoir un vrai État de Palestine avec des services publics à la hauteur. Mais est-ce qu'elle est encore audible, cette Europe ? Mais oui, quand même, n'exagérons pas. Il y a quand même des choses qui vont bien. On a quand même des systèmes de santé. S'il y a tellement de gens qui veulent venir en Europe des 4 coins de la planète, c'est quand même que l'Europe a un certain niveau de vie, un système de santé qui fonctionne malgré tout, malgré les gens dans les hôpitaux font des miracles pour tenir bon. Donc, mais on a encore plein d'atouts. Simplement, on se donne. Je répète. Quand Joe Biden, cette année en 2023, il a mis 2000 milliards de plus pour relancer son activité et la transformer. Elle en a fait des plans ces dernières mais on années, est tout content qu'on mette 2 milliards. Pardon, j'étais rapporteur général du budget il y a 2 ans, donc je connais les chiffres. Ouais. On a été capable, quand il y a eu le Covid, on a été capable de casser des tabous. Angela Merkel et Macron ont dit on va faire un plan face au Covid. Mais depuis, on n'a rien fait. Tandis que les autres continuent d'investir. En tout cas, c'est pas demain la veille qu'on verra cette taxe. Ça, je crois qu'on sera d'accord sur ce point. Ouais. Excusez-moi, mais y compris, j'étais avec le. Non, mais là, il faut trouver 50 milliards, voire 100 milliards. Mais justement, la taxe sur les transactions financières. La taxe sur les transactions financières, elle rapporterait chaque année 60 milliards. Ce sont les chiffres votés par tout le Parlement. Et il n'y a que la France qui bloque. Donc si Bruno Le Maire change d'avis, si Emmanuel Macron change d'avis, tous les mois, il y a un conseil des ministres des Finances, le conseil ECOFIN. Tout est prêt juridiquement. Si la France change d'avis, dès le mois prochain, avant Noël, on peut avoir 60 milliards sur la table chaque année. Et si on a 60 milliards, ça peut aider pour les gens dans la vie quotidienne, ça peut aider pour le climat, ça peut aider pour aider Israël et la Palestine. Pas pour l'Ukraine ? Si, aussi pour l'Ukraine. Je ne vais pas faire la liste de tous les besoins. Et ça n'est qu'une première étape. Non, mais je vous pose la question parce que vous parlez de l'inflation. Il y a de plus en plus d'Européennes et d'Européens qui ne comprennent pas quel est l'enjeu fondamental pour eux, alors que, comme vous le dites, ils ont du mal déjà, pour beaucoup, à s'alimenter, que de financer un conflit qui risque de durer éternellement. Mais pardon, c'est que quand on voit la fortune des milliardaires, on n'a pas à choisir entre aider l'Ukraine, aider monsieur et madame tout le monde qui souffrent dans la vie quotidienne, aider les agriculteurs qui ont des problèmes de revenus, parce qu'on a foutu en l'air la politique agricole commune qui protégeait leurs revenus autrefois. Il y avait des quotas laitiers. Mon ami Michel Rocard avait mis en place des quotas laitiers pendant 30 ans. L'Europe a protégé le revenu des paysans. Et c'est dans les années 2004-2005 que des gens comme Bruno Le Maire ont détruit les quotas laitiers et le prix du lait s'effondre. Donc on a beaucoup de problèmes à régler, on a besoin vraiment d'argent, mais le problème n'est pas de choisir entre est-ce qu'on aide l'Ukraine ou est-ce qu'on aide ceux et celles qui souffrent en France ou en Allemagne. L'idée, c'est on a en même temps besoin d'aider l'Ukraine, d'aider à faire la paix entre Israël et la Palestine, d'aider ceux et celles qui souffrent, d'aider pour investir pour le climat. Quand vous voyez l'été 2023, il a été un été catastrophique, on a des tempêtes jamais vues, il faut agir pour le climat. Et la bonne nouvelle, c'est que l'Europe est assez riche, jamais la Banque centrale n'a créé autant d'argent, on peut utiliser autrement l'argent de la Banque centrale et on peut créer une taxe sur les milliardaires, on peut créer une taxe sur les rachats d'actions. Joe Biden, il y a 1 an, a créé une taxe sur les rachats d'actions à 1%. Elle va donner 70 milliards et maintenant Joe Biden, la taxe est à 1%, il veut la mettre à 4%. Donc vous nous avez dit, je répète, c'était un petit vieux qui allait dormir, mais pour un petit vieux, il fait le job. Donc est-ce que nous, l'Europe, ce qui montre aussi un problème de démocratie, c'est aussi ce qu'on souligne, on a un déficit de démocratie parce que la plupart des décisions, ce sont les chefs d'État. Il faudrait renforcer le rôle du Parlement. Donc je ne peux pas tout expliquer, mais vous pouvez aller sur le site taxonslaspéculation.com si vous voulez nous aider, taxonslaspéculation.com. Et puis en juin prochain, il y a des élections européennes. Et si c'est notre famille, oui, mais c'est pas moi mon problème. Si c'est notre famille à la majorité, ça peut se jouer à quelques voix de députés. Si c'est notre famille, la gauche social-démocrate qui a la majorité, ça peut tout changer. Parce qu'on n'aura plus Mme von der Leyen comme présidente, on n'aura pas une femme de droite comme présidente. Donc le vote des élections l'année prochaine peut être très important. Merci beaucoup Pierre Larouturou, eurodéputé français socialiste. Merci d'avoir été avec nous.